Merci. Merci beaucoup de m'accueillir ce soir. Je suis vraiment très content d'être parmi vous. Et c'est vraiment important en même temps de témoigner de la situation à Gaza, qui est certainement la plus grande catastrophe humanitaire après la Syrie, avant la Syrie maintenant, depuis la dernière guerre mondiale. On est Gaza, bien évidemment, mon ONG, USOM, Humanité, Solidarité, Médecine, n'était pas du tout engagée sur ce terrain de Gaza. Nous étions engagés essentiellement en Syrie pendant plus de 10 ans, depuis 2012 exactement. Je suis rentré pour la première fois en Syrie. Durant toutes ces années, j'ai accompagné en même temps une autre ONG qui est USSM, Union des organisations des secours et des soins médicaux, qui est une ONG syrienne qui s'était mobilisée à travers le monde. C'est pour ça qu'elle s'appelle Union des organisations, parce que c'était des Syriens expatriés aux États-Unis, en France, en Allemagne, en Italie, etc., qui avaient fini par se regrouper et créer cette ONG, qui est devenue au fil du temps en Syrie l'ONG la plus importante qui travaillait à l'intérieur de la Syrie. Sachant que toutes les grandes ONG ne rentraient pas en Syrie avec la présence, bien évidemment, des rebelles fanatiques salafistes, et en même temps, bien évidemment, la présence de Daesh. Les humanitaires étaient enlevés, ils étaient guillotinés, etc. Enfin, une situation difficile. Et au fond, plus personne ne rentrait à l'intérieur, sauf, bien évidemment, cette ONG, USOM, puisque c'était des Syriens eux-mêmes qui aidaient les Syriens. Et durant toutes ces années, j'ai accompagné cette ONG. J'avais la responsabilité de la formation des soignants syriens, car la première fois, je m'étais forcément rendu compte que mes collègues syriens étaient confrontés à la guerre, étaient confrontés aux afflux de victimes, ils étaient confrontés au bombardement des hôpitaux, ils étaient confrontés à l'assassinat des soignants, et bien évidemment, ils ne savaient pas du tout comment prendre en charge les blessés de guerre. Or, c'est ma compétence universitaire. Je suis professeur de médecine d'urgence et de catastrophe, et je suis spécialisé des zones de guerre. Et donc, quand je suis allé la première fois, la seule façon de pouvoir aider les Syriens durant cette période, c'était de former les soignants. Et durant toutes ces années, nous avons créé 4 centres de soins en Syrie. Le premier était au nord-ouest, près de la frontière turque. Le deuxième était à la frontière libano-syrienne, à Arsal, où nous sommes restés dans situation clandestine pendant 18 mois dans un appartement. Et nous formions les Syriens, les médecins syriens de la Routa qui sortaient pour venir se former chez nous. Et après, nous avons été attaqués par le Hezbollah. La ville de Arsal a été attaquée par le Hezbollah et nous avons réussi à nous échapper. Nous sommes partis en Jordanie pour créer un autre centre. Et enfin, nous sommes allés aussi dans le nord-est quand il y avait les combats contre Daesh. Nous avons formé le personnel soignant qui soutenait les forces qui se battaient contre Daesh à cette époque. J'ai même été jusqu'à Raqqa pendant la période de guerre. Je suis passé à Mossoul aussi, bien évidemment. Pour moi, la Syrie, c'est plus de 10 ans de ma vie. En tous les cas, c'est 38 voyages clandestinement, toujours accompagné par mes collègues pour rentrer en Syrie, soit par l'ouest, soit par l'est, en traversant le Tigre. Ça, c'était là. Et en 2015-2016, force a été de voir arriver les Russes et de voir la manière dont les Russes mettaient en place leur stratégie pour récupérer les villes qui avaient été prises par les rebelles. Et donc, les Russes encerclaient les rebelles à l'intérieur des villes. Et puis, quand ils les avaient encerclés à l'intérieur des villes, ils assiégeaient la ville. Et ils coupaient tout approvisionnement. Alors, je dis bien, écoutez ce que je dis, parce que vous allez retrouver exactement ce qui se passe à Gaza. On encercle, on assiège, on coupe la nourriture, on coupe l'électricité, on détruit bien évidemment l'approvisionnement en eau, et on bombarde sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt, jusqu'à ce que les forces rebelles qui sont à l'intérieur finissent par céder et se rendent. Et c'est comme ça que les Russes avaient récupéré toutes les villes à partir de 2015, alors même que les rebelles étaient en train de gagner la guerre en Syrie, qu'ils étaient à 40 km de l'attaquer, qu'ils étaient dans la périphérie de Damas, que le régime a même utilisé pour les empêcher de rentrer dans Damas. Ils ont utilisé le sarin, un neurotoxique, le chimique,
tuant dans une seule nuit, le 21 août 2013, 1400 personnes, en utilisant le sarin pour massacrer et empêcher les rebelles de rentrer à l'intérieur de Damas. Je dis ça, pas pour expliciter, mais pour comprendre que pendant toutes ces années, les Occidentaux n'ont jamais rien fait pour la Syrie. Nous avons regardé ailleurs, comme nous regardons ailleurs pour Gaza, que nous laissons faire. Et ce peuple syrien, pendant toutes ces années, c'est 500 000 morts, c'est 13 millions de personnes déplacées à l'extérieur du pays et à l'intérieur du pays. C'est la destruction de toutes les villes. 60% des infrastructures syriennes ont été détruites, etc. Les Syriens se sont libérés tout seuls. Tout seuls. Et ça, c'est vraiment, il faut le savoir. Et on a laissé faire les Russes, bien évidemment. On les a laissés faire. Quand en 2022, les Russes ont commencé à attaquer l'Ukraine, et fort de l'expérience que nous avions eue, nous, en Syrie, il était évident qu'ils allaient procéder de la même façon en Ukraine. Ils allaient attaquer les villes, ils allaient terroriser les populations, ils allaient bombarder les hôpitaux, ils allaient violer les femmes, comme ils avaient fait aussi en Syrie. De la même façon, la même cruauté, la même façon de procéder, le même processus, terroriser les populations pour les faire fuir. Et ainsi, quelque part, diminuer les capacités de résistance. Et c'est ce qui s'est passé. Donc en 2022, bien évidemment, les médecins, les hôpitaux civils, etc., allaient être confrontés, comme les Syriens l'avaient été au même temps, à ces afflux de victimes, à ces pathologies propres à la guerre, etc. Donc en 2022, je suis allé en Ukraine et nous avons ouvert le premier centre de formation à Lviv. Nous avons ouvert le deuxième centre de formation à Kharkiv, à 30 km de la frontière russe. Nous avons commencé à former les personnels soignants russes, comme nous l'avions fait pour les Syriens. Les Syriens, nous avons formé 34 000 soignants syriens pendant ces 10 années. Là, aujourd'hui, après 3 ans de guerre, nous en sommes à 8 400 Ukrainiens formés et 500 chirurgiens ukrainiens, la chirurgie de guerre, puisque les Ukrainiens ne savaient pas comment opérer en situation de guerre. Et nous sommes encore, nous formons, je suis rentré d'Ukraine il y a maintenant un peu plus d'une semaine. Voilà. Et nous continuons à le faire, et nous le faisons le long de la ligne de front, et nous continuons à former. Parce que former, c'est sauver des vies. Et je peux vous dire une chose, il n'y a pas une ville, il n'y a pas un village qui ressemble, d'accord, à ce que nous connaissons, nous, avec nos monuments aux morts. En Ukraine, aujourd'hui, ils n'ont pas de monuments aux morts, mais ils ont les photos de tous ceux qui sont tombés, de leur village, de leur ville. Vous seriez impressionnés par le nombre, où que vous passiez, il y a les morts ukrainiens qui sont là avec leurs photos. Ils sont là. C'est-à-dire la violence de la guerre aujourd'hui et le non-respect du droit humanitaire international. Si bien que, quand le 7 octobre est arrivé, et que, bien évidemment, personne ne peut se réjouir de ce qui s'est passé le 7 octobre, le massacre de 1200 innocents. Les innocents n'ont pas à payer la violence des autres. Et donc, bien sûr, il fallait condamner en même temps le massacre du 7 octobre. Mais après, il fallait aussi condamner la manière, la vengeance des Israéliens vis-à-vis de la population de Gaza. Et immédiatement, nous avons dénoncé, l'ensemble des ONG françaises a dénoncé immédiatement les crimes de guerre, les crimes contre l'humanité. Les crimes de guerre, pourquoi? Si vous prenez le droit humanitaire international, ce droit humanitaire international est né de la dernière guerre, juste pour revenir à l'histoire. Lorsque la Première Guerre mondiale est arrivée, 80% des gens qui étaient tués étaient des militaires, 20% des civils, c'était une guerre de tranchées. Et donc les civils fuyaient les zones de guerre, et c'était les militaires qui étaient devant, vers l'est, etc. 80% étaient des militaires, 20% des civils. La guerre de 39-45 a complètement inversé ces statistiques. 80% des morts de 39-45 étaient des civils, 20% des militaires, avec le bombardement systématique de toutes les villes.
Pas par les Allemands, par les Alliés. Que ce soit toutes les villes européennes, etc. Bombardement, je vous rappelle, l'utilisation de bombes atomiques à Hiroshima et Nagasaki par les Américains. Ils ne l'ont pas fait sur un port militaire japonais. Ils auraient pu détruire un port militaire japonais pour montrer la puissance de l'arme nucléaire. Non, non, ils ont choisi des villes. Ils ont choisi des villes avec des personnes innocentes pour leur envoyer sur la tête 2 bombes nucléaires. Et pour montrer la puissance. 39-45 a été le summum de la violence contre les populations. Des millions de personnes déplacées. La destruction systématique des villes, etc., par les bombardements. La terrorisation maintenant. La terreur. La Shoah. Le massacre de 6 millions de Juifs par l'idéologie nazie, etc. Ce qui est arrivé en 39-45, c'était le summum de ce qu'il peut y avoir en termes de violence contre les populations. Et quand la guerre est arrêtée, et qu'il y a eu justement le procès de Nuremberg, alors est apparue sur le plan juridique une nouvelle notion, la notion de crime de guerre et de crime contre l'humanité. C'est à Nuremberg, bien évidemment, est apparu ce terme de crime de guerre et crime contre l'humanité. Parce qu'il y avait massacre des populations. Et donc, il y a eu 2 choses qui sont apparues. Une prise de conscience sur le plan de l'humanité à ce moment-là. C'était de dire, on ne peut pas recommencer des guerres de cette violence-là. Et donc, tous les litiges entre les États, tous ces litiges doivent pouvoir se régler d'une manière politique au niveau de l'ONU avec la mise en place du Conseil de sécurité. Le Conseil de sécurité, il est là pour empêcher les guerres. Et tout différend entre 2 États doit pouvoir se régler au niveau du Conseil de sécurité. Première chose. Deuxième chose, les populations n'ont pas à subir la violence de la guerre. Et il faut protéger les populations. Et vous avez apparition du droit humanitaire international, qui fait, vous ne pouvez pas déplacer les populations de force. Vous ne pouvez pas empêcher les populations de manger, vous ne pouvez pas les assiéger, vous ne pouvez pas leur enlever l'eau, vous ne pouvez pas leur enlever la nourriture, vous ne pouvez pas bombarder les hôpitaux et les structures sanitaires. Vous ne pouvez pas détruire les structures culturelles et cultuelles et les structures éducatives. Vous ne pouvez pas. En 1948 a été donc créée cette convention qui mettait en place le droit humanitaire international que les pays ont signé. Et donc s'engager, bien évidemment, en cas de guerre, à respecter ce droit humanitaire. Est-ce qu'on l'a respecté? D'une certaine manière, pendant 70 ans à peu près, mais depuis ces dernières années, plus du tout. Plus du tout. Est-ce que le droit international a été respecté? Non. Qui devait faire respecter ce droit international? Le Conseil de sécurité, dans lequel vous aviez en permanent, comme permanent, vous aviez les 5 qui avaient gagné la dernière guerre mondiale. Les Américains, les Chinois, les Russes, évidemment les Français, les Anglais, etc. 5 puissances qui sont les puissances qui produisent le plus d'armes dans le monde et qui en vendent le plus. Elles étaient au Conseil de sécurité. Ont-elles respecté le droit international, à commencer par les Américains? Non. Les Américains sont intervenus en Irak lors de la Deuxième Guerre, d'accord, sans aucune autorisation de l'ONU. Est-ce que en Afghanistan, les Américains sont intervenus en Afghanistan sans aucune autorisation de l'ONU, alors même qu'ils avaient le devoir de faire respecter? Pas fait. Les Russes ont-ils respecté le droit international? Non. Alors qu'ils ont le devoir, étant membres permanents du Conseil de sécurité, de le faire respecter. Ils ne le respectent pas. Ça a été la Tchétchénie, ça a été la Géorgie, ça a été la Crimée qui a été occupée, c'est l'Ukraine qui est occupée maintenant, etc., avec la guerre qu'ils font, et ils n'ont pas le droit, ils sont en dehors du droit. Ils devraient être condamnés. Mais pas condamnés par les Ukrainiens qui se battent. Dans la mesure même où ils ne respectent pas le droit international,
il devrait y avoir des forces de l'ONU qui s'interposent pour empêcher les Russes d'attaquer un autre pays parce qu'ils ne respectent pas le droit international. On ne le fait pas. Comme on n'a rien fait en Irak contre les Américains. Donc, on est dans cette situation-là aujourd'hui, qui est une régression complète de tout le progrès qui avait pu être fait après la Deuxième Guerre mondiale. On régresse à la fois sur le droit international et on régresse complètement sur le droit humanitaire. Alors, on revient à Gaza. Les Israéliens interviennent à Gaza et mettent en place le même processus que les Russes. On assiège, de manière totale, on empêche la nourriture de rentrer, on empêche les humanitaires de rentrer, et dès lors que nous avons fait se déplacer les populations, et dès lors que nous avons assisté à ça, nous avons voulu y aller, et les Israéliens nous ont empêchés. Dès le mois de novembre, nous avons essayé d'y aller. Pas moi seulement, pas notre ONG. Il y avait Médecins du Monde, Médecins sans frontières, il y avait toutes les grandes ONG, il y avait aussi les Norvégiens aussi, qui est une grosse ONG internationale. Nous étions plus de 40 à vouloir rentrer à Gaza pour aider les populations, et les Israéliens nous ont empêchés de le faire. Nous sommes allés, bien évidemment, nous plaindre à l'Élysée. Nous avons demandé à rencontrer le président Macron pour lui dire c'est contraire au droit international. Gaza est un État libre, il n'appartient pas aux Israéliens, il n'y a aucune raison qui nous empêche de rentrer à l'intérieur de Gaza parce qu'il nous empêche de faire notre mission qui est justement l'aide humanitaire. Et en plus, d'accord, il déplace les populations, il les bombarde, etc. Ce sont des crimes de guerre, ce sont des crimes contre l'humanité. Et ça a été impossible. La France n'a rien fait pour pouvoir nous permettre de rentrer. Et donc, quand nous sommes allés rencontrer à l'Élysée, la cellule diplomatique de l'Élysée, M. Macron était à la veille d'aller en Israël pour soutenir les Israéliens. Comme tous les autres présidents qui allaient là-bas pour dire aux Israéliens, vous avez le droit de vous défendre. Personne ne le conteste, mais ils n'ont pas le droit aussi de tuer les populations. Qu'ils aient le droit de se défendre, ils ont le droit de se défendre. Mais pas aux dépens des populations. D'accord? Armée contre armée, force contre force, pas contre les populations. Donc, quand nous y sommes allés, tous les Occidentaux, je dis bien tous les Occidentaux, tous ont dit la même chose. Il faut qu'Israël ait le droit de se défendre, il faut, etc. Mais personne ne voyait en même temps que c'est les populations qui payaient le prix de cette défense. Ce massacre, en même temps, ces déplacements forcés, couper la nourriture, etc. Donc, quand nous sommes allés, que nous avons été reçus par la cellule diplomatique, c'était la veille où M. Macron avait décidé d'aller en Israël. Nous avons dit, je peux même dire, j'ai dit à la conseillère diplomatique de l'Élysée, la France devrait se singulariser par rapport aux autres qui disent l'Israël a le droit de se défendre. La France devrait se singulariser en disant, d'accord, nous qui voulons être le pays des droits de l'homme, nous qui voulons être en même temps celui qui défend l'humanitaire, la France devrait dire, d'accord, et condamner les actes criminels contre les populations, et la France devrait se singulariser plutôt que de dire Israël a le droit de se défendre. Et il faudrait que le discours français soit ce discours-là, d'accord, par rapport aux autres. M. Macron part le lendemain en Israël. Et alors il fait une déclaration que personne n'attendait, y compris la cellule diplomatique de l'Élysée. Personne. Pour ceux qui s'en souviennent, il est allé en Israël et il leur a dit nous pourrions faire une coalition internationale, d'accord, comme nous l'avons fait contre Daesh, pour aller éradiquer le Hamas. Ça a été un flop, bien évidemment, complet. Pourquoi? Parce que les Israéliens sont aidés et soutenus par les Américains. On est contre 70 000 hommes qui sont mélangés dans une population, d'accord? Et il dit on va faire une coalition internationale pour aller se battre contre le Hamas. C'était un flop complet, personne n'a relevé, et lui, il a rétropédalé, d'accord, en disant qu'on l'avait mal compris. Comme nous avions dit que la France devrait se singulariser par rapport au droit humanitaire international,
La semaine suivante, il annonce une réunion internationale, d'accord, à Paris, pour réunir des fonds pour aider Gaza. Alors il organise à toute vitesse cette réunion, d'accord, et on nous dit, à nous les humanitaires, nous avons créé ce collectif, 45 ONG qui sont réunis ensemble pour demander à rentrer à Gaza. Et on nous dit, on reçoit un coup de téléphone des affaires étrangères en disant il va y avoir la réunion internationale, on voudrait que vous puissiez, vous qui êtes sur le terrain, qui connaissez ce qui se passe, etc., on voudrait que vous y participiez, mais comme vous êtes trop nombreux, on vous propose éventuellement qu'il n'y ait qu'une ONG qui vous représente. 3 minutes. Et vous aurez 3 minutes de parole. La réunion avait lieu de 10h du matin à 13h. 10h, 13h, la réunion qui était prévue. Ce jour-là, nous avons investi le théâtre du Rond-Point à Paris, les ONG. Nous avons obtenu, en disant on n'y va pas s'il n'y a pas au moins 2 ONG qui soient présentes, d'accord, et nous voulons plus de temps. Et en fin de compte, on a eu 2 ONG, une humanitaire et une qui s'occupe des droits de l'homme. Donc Amnesty et Médecins sans frontières, nous représenter. Et ils ont été à cette réunion-là. Nous, les autres ONG, nous étions au théâtre du Rond-Point en attendant de savoir ce qui allait sortir de ça. Et nous avions prévu une conférence de presse. On est d'accord, on n'est pas d'accord et on va l'exprimer. Donc nous étions là à attendre. Nos collègues qui étaient à l'intérieur nous appellent quand commence la conférence et nous disent écoutez, c'est en live. Vous n'avez qu'à aller sur X et vous verrez, tout est filmé. Alors on y va sur X et effectivement, la conférence était directement live, était filmée. Et on voit M. Macron accueillir les différentes délégations, etc., de cette discussion. Au bout d'une heure, M. Macron se lève, fait le tour de la table et dit au revoir. Au bout d'une heure. Et alors? Eh bien alors le live a été coupé. Le live ne servait qu'à montrer M. Macron organisant une conférence internationale pour l'aide humanitaire à Gaza. Et au bout d'une heure, M. s'en est allé. Mais c'est pas tout. C'est pas tout. C'est la ministre des Affaires étrangères qui prend la présidence de la réunion internationale. D'accord? Et à ce moment-là, qu'est-ce qu'on voit? On voit des serveurs rentrer à l'intérieur de la salle pour distribuer des boissons et des sandwichs. Et on était dans une conférence internationale pour aider la population de Gaza. Et ils avaient une conférence qui durait de 10h à 13h, et il fallait qu'ils mangent pendant la conférence. Alors, nos collègues nous appellent, parce que là, nous n'étions plus en relation avec eux par live, on ne voyait pas ce qui se passait, et ils nous disent, c'est incroyable, ce qui est en train de se passer, ils sont en train de manger. Alors je dis, mais sortez, nous n'avons rien à faire, sortez, on se moque de nous, et on se moque des Gazaouis, donc ne restez pas. On attend quelques instants pour voir. Et puis, comme vraiment, tout ça partait en quenouille, cette affaire, alors ils sont sortis et ils nous ont rejoints. Et nous avons fait cette conférence de presse en condamnant justement cette situation qui était faite et le fait même qu'il y avait une situation de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité, contre la population de Gaza. La difficulté était de trouver comment faire pour rentrer. Comment pouvions-nous forcer et rentrer de force? Moi, personnellement, j'ai tout essayé. Il se trouve que je connais l'ambassadeur de France au Caire, Éric Chevalier, à qui j'ai demandé est-ce que tu peux nous aider à rentrer par l'Égypte? Non, il ne pouvait rien. L'ambassadeur de France ne pouvait pas nous aider à rentrer. Parce que c'était vraiment une décision israélienne. Et en fin de compte, je me suis rapproché d'une ONG, une association médicale qui est en France, qui s'appelle PALMED, qui n'est pas une ONG, qui est une association médicale palestinienne pour faire en sorte d'aider les Palestiniens sur le plan médical. Et eux n'arrivaient pas non plus à rentrer. Mais ils ont été en relation avec une autre ONG américaine
qui s'appelle Rama. Et Rama a obtenu, grâce aux Américains, l'autorisation de rentrer. Une vingtaine de personnes. Et nous avons pu nous accrocher à eux 7. Nous étions 7 Français. 6 médecins et une infirmière. Et nous avons réussi à nous rattacher à Rama. Et nous avons pu rentrer comme ça en janvier 2024. En janvier 2024, en passant par l'Égypte, nous avons réussi à rentrer à l'intérieur de Gaza. Quand nous avons passé, nous avons été bien reçus par les autorités qui étaient venues nous recevoir au niveau du poste frontière de Gazaoui. Nous avons été reçus par les autorités administratives, en tous les cas, et nous étions dans 2 minibus. Et les 2 minibus sont rentrés par Rafah. Vous avez la ville de Rafah. La ville de Rafah, c'est 200 000 habitants normalement. La ville de Rafah était passée à plus de 1 300 000 habitants par le déplacement de toute la population du Nord. Et vous traversiez une foule. Et on était obligé d'avancer très lentement à cause de la foule qui était à Rafah. Et nous allions ensuite en direction de Khan Younes parce que l'hôpital européen se trouve à la limite du gouvernorat de Khan Younes, mais dans le gouvernorat de Khan Younes. Mais vous êtes obligé de traverser et vous allez à l'hôpital européen. À l'hôpital européen, quand on arrive, on se retrouve dans la même situation. Une masse de gens. 25 000 autour de l'hôpital européen. 25 000 personnes qui étaient venues se réfugier contre l'hôpital européen pour éviter les bombardements, pensant que les Israéliens respecteraient l'hôpital. Et donc, ils étaient 25 000 autour de l'hôpital, dans des habitats, des tentes de fortune, faits de tapis, faits de bâches, faits de tissus, faits, etc., les uns contre les autres, pour se coller contre l'hôpital, etc. Donc, là aussi, on y allait tout doucement. Et quand les gens se sont rendus compte que nous étions étrangers et qu'ils ont vu à l'intérieur, alors vous aviez l'impression vraiment d'être des libérateurs, comme si on venait les libérer. Et ils couraient derrière, et ils tapaient, et vous avez réussi à entrer, et les Israéliens vous ont laissé rentrer, les enfants couraient, tapaient au vide, faisaient le signe de victoire, etc. Vraiment, c'était rempli d'émotions. Nous étions les premiers à rentrer. Depuis le 7 octobre, nous étions les premiers occidentaux, les premiers étrangers à rentrer à l'intérieur de Gaza à ce moment-là. Et nous nous sommes approchés de l'hôpital européen. Quand on approche de l'hôpital européen, il y avait toute cette masse de gens, etc. L'ensemble du staff de l'hôpital européen, que nous ne connaissions pas du tout, ils étaient en haut des marches de l'hôpital européen. Et ils nous attendaient aussi. Et quand nous sommes montés, alors ça a été des embrassades, comme si on se connaissait. Tout le monde était heureux de nous voir, vous êtes arrivés, etc. Quelque part, ils avaient le sentiment que, ça y est, ils allaient pouvoir sortir, les choses allaient reprendre, etc. C'était ce sentiment-là. Et qu'est-ce que nous avons vu à l'intérieur de l'hôpital? À l'intérieur de l'hôpital, il y avait 3000 personnes qui vivaient aussi à l'intérieur de l'hôpital, dans les couloirs, qui dormaient dans les couloirs, par terre. Ils avaient, dans chaque couloir, ils avaient mis des draps depuis le haut pour se séparer la nuit. La journée, ils relevaient leurs draps, ils pliaient leur lit en mousse, etc. Et le soir, ils les redéployaient et ils tiraient les rideaux en quelque sorte pour pouvoir dormir à l'intérieur. Et vous aviez ceux qui étaient à l'extérieur qui venaient aussi dormir à l'intérieur pour se protéger éventuellement des bombardements et autres. Et c'était une situation de chaos auquel je n'avais jamais vu de ma vie à l'intérieur de l'hôpital. Vous étiez dans un hôpital de 600 places qui en avait 900 de malades à l'intérieur. Et ils ne pouvaient même pas les faire sortir. Pourquoi? Parce que les blessés ne savaient pas où aller. Aucune famille ne les attendait, il n'y avait pas de chez eux, etc. Donc l'hôpital, avec des blessés relativement lourds, ils ne pouvaient pas les faire sortir pour aller sous une tente parce qu'ils n'avaient pas de tente. Donc ils les gardaient à l'intérieur. Et puis quoi? Et puis cet hôpital manquait de tout. Manquait d'antibiotiques, de matériel chirurgical, de matériel de drogue anesthésique, etc. Ils opéraient dans des conditions de guerre avec pratiquement juste une sédation, soit du Valium, etc., pour sédater quand ils amputaient et tout. C'était une situation de chaos terrible. Et toute cette population qui était autour avait des besoins de santé primaire.
il y avait des pathologies saisonnières. Vous comprenez, il y avait des bronchites, il y avait de l'asthme, il y avait des choses comme ça. Il y avait des gens qui avaient des douleurs abdominales, il y avait des appendicites, il y avait des femmes enceintes, etc. Le seul endroit où vous pouviez aller pour consulter, c'était le service des urgences de l'hôpital européen. Et vous aviez aussi des pathologies chroniques qui étaient là. Si bien que l'hôpital était rempli de monde au niveau des urgences, qui faisait la queue pour essayer de voir un médecin, etc. Et là-dessus, vous entendiez les ambulances qui arrivaient dans les bombardements, qui prenaient, ou qui avaient été tirées par les snipers, les blessés les plus graves. Vous entendiez les ambulances qui traversaient cette population et elles tiraient à fond sur leurs sirènes pour pouvoir se faire la place, etc. Qui vous amenait ces blessés qui étaient polytraumatisés, dans le coma, brûlés, etc. Et elles vous les déposaient par terre. Pourquoi? Mais parce que tous les box étaient pleins par des gens qui venaient consulter. Et c'était un chaos. Et là-dedans, vous aviez tous les enfants qui vivaient avec leurs parents à l'intérieur de l'hôpital, et vous en aviez partout. Ils jouaient au ballon, ils couraient, ils rentraient aux urgences, il y avait le chariot d'urgence, ils ouvraient le chariot d'urgence, ils prenaient des seringues, et après ils se tiraient dessus avec de l'eau entre eux pour jouer, etc. Ils prenaient des gants pour en faire des ballons, et ils jouaient. Et à un moment donné, perdu dans l'hôpital, je n'avais qu'à demander à un enfant, à conduire-moi au bloc opératoire, conduis-moi, etc. Parce qu'à force, ils étaient partout, ils circulaient partout, ils connaissaient l'hôpital par cœur. Et vous avez tout ça. Et ça ne facilite pas en même temps l'hygiène. Et donc, tout s'infectait. Tout s'infectait. Et posait un vrai problème. De surcroît, le bloc opératoire étant pris en permanence, les blessés les plus graves, qui nécessitaient des soins post-opératoires, c'est-à-dire revoir leur pansement 48 heures après, c'était impossible de les reconvoquer. Et donc, quand ils revenaient 1 ou 2 semaines après, tout était sale, tout était infecté, et ceux qu'on avait voulu éventuellement sauvegarder, on finissait par les amputer. C'était une situation vraiment laquelle je n'avais jamais assisté pour avoir vécu plus de 30 ans dans les zones de guerre, etc. Jamais je n'avais été confronté à une telle situation chaotique, de chaos total. Et au fond, le souci, c'est que nous manquions de tout, et à un moment donné, nous avons fait ce qui ne se voit jamais, c'est-à-dire un triage inversé. Le triage, par nature, c'est quand vous recevez beaucoup de blessés en même temps, et vous voulez savoir par qui vous allez commencer. Et sur le plan éthique, vous allez prendre le plus grave. Et ceux qui peuvent attendre, vous les mettez de côté. Mais dans cette situation-là, si nous avions pris les plus graves, compte tenu du fait que nous manquions de tout, ces plus graves allaient nous prendre le peu qui nous restait. Et donc, nous avions pris la décision d'inverser le triage, c'est-à-dire de laisser mourir les plus graves, pour ne prendre que ceux dont on avait été sûr de pouvoir les permettre de survivre avec peu de choses. La réanimation, bien évidemment, manquait de tout. Il n'y avait que 8 lits de réanimation. Il manquait d'oxygène. C'était une situation complètement désespérée. Nous étions là. Et alors arrive dans ça, au même temps, une jeune femme de 22 ans, diabétique depuis l'âge de 12 ans, sous insuline, qui manquait en même temps de quoi manger, parce qu'il y avait toute cette population qui cherchait à manger, etc., et qui manquait d'insuline. Elle avait l'habitude de se traiter elle-même par l'insuline, etc. Et elle a fait une des complications les plus graves du diabète, qu'on appelle le coma acidocétosique. Le coma acidocétosique, c'est quand le fait que, comme il n'y a pas d'insuline, le sucre ne peut pas rentrer à l'intérieur de la cellule, puisque c'est l'insuline qui permet le passage du sucre à l'intérieur. Donc la cellule va se retrouver devant une situation où elle a de l'oxygène, mais elle n'a pas de sucre. Or, elle a besoin de produire de l'énergie. Et pour ce faire, elle va utiliser les corps gras. Et en utilisant les corps gras, bien évidemment, elle produit de l'acide dans une situation comme ça. Et donc, les patients rentrent dans le coma. Ça n'est pas une complication grave dans un pays comme le nôtre, qui a les capacités de prendre en charge. Ce n'est pas un problème. Il faut avoir, par contre, un laboratoire qui puisse vous suivre
parce que vous allez demander au laboratoire de vous faire un bilan pratiquement toutes les heures. Et quand j'ai demandé un bilan toutes les heures, le labo m'a dit, je ne peux pas vous donner ça, j'ai pratiquement plus de kits, je peux en faire un toutes les 6 heures si vous voulez. Elle était enceinte de 7 mois. Elle a accouché au bout de 2 heures d'un bébé mort-né. Faute de moyens de réanimation corrects, le lendemain midi, elle est morte. Aussi, dans cette situation. Alors quand on dit il y a 68 000 morts, c'est vrai qu'il y a 68 000 morts. On ne compte pas les morts qui sont sous les décombres et qui ont disparu. Et on ne compte pas toutes les pathologies chroniques qui ont décompensé par faute de moyens, comme cette jeune femme. Et ce sont les insuffisants rénaux chroniques qui se faisaient dialyser, et ce sont les cancers qui ne sont pas traités, et ce sont les maladies cardiovasculaires, etc., les personnes âgées qui sont mortes du fait du manque de traitement, y compris les épileptiques aussi, qui n'avaient plus de traitement, etc. Donc quand on dit 68 000 morts, on est bien en dessous de la réalité entre les morts directes et les morts indirectes, bien en dessous. Et quand je dis ça, je peux m'appuyer sur une revue scientifique internationale que personne ne remet en cause, c'est le Lancet, qui a lui-même fait des calculs de cette situation. Personne ne peut dire, bien évidemment, aujourd'hui encore, combien il y a de morts. Et pour les morts, vous allez me dire, mais combien êtes-vous sûr? Eh bien, tous les morts venaient à l'hôpital. Quand je vous dis les traumatisés, etc., ils amenaient aussi les morts. Pourquoi? Parce que c'était le seul endroit où ils pouvaient avoir un certificat de décès, les familles. Parce qu'il y avait encore une administration qui enregistrait. Il n'y avait plus d'administration en ville qui permettait d'avoir des certificats de décès, donc on vous amenait aussi les cadavres, avec les polytraumatisés. Donc quand le ministère de la Santé donnait ces chiffres, c'était des chiffres réellement comptés là-dessus. J'ai bien essayé, avec un de mes collègues urgentistes, d'essayer de voir comment nous pouvions organiser d'une meilleure façon le service des urgences, en disant, mais nous pouvons créer à l'extérieur de l'hôpital un service d'urgence ambulatoire pour ne pas que les gens rentrent à l'intérieur et ne laisser rentrer à l'intérieur de l'hôpital que les urgences vraies, qu'elles soient saisonnières, qu'elles soient chroniques ou traumatiques. Et à l'extérieur, on voit tous les consultants, tous ceux qui ont juste besoin d'une consultation de médecine générale à l'extérieur. Mais c'était impossible. Le médecin des urgences, il était comme un zombie. J'avais l'impression de parler avec quelqu'un qui n'était pas du tout présent. Ça faisait des mois, il vivait à l'intérieur de l'hôpital. Quand on a voulu se mettre à l'extérieur pour dire, ben, on fait dégager tous ces gens qui sont là, qui viennent se coller contre l'hôpital, on dégage un grand espace et on met des tentes et on consulte à l'extérieur, j'avais l'impression de parler à un zombie. Quand je suis allé voir le directeur de l'hôpital, le directeur de l'hôpital ne se rendait pas compte qu'il était dans un hôpital chaotique. Il ne sortait pas de son bureau. Il ne sortait pas de son bureau. Il recevait des tas de gens qui venaient le voir, etc. Mais en même temps, impossible d'imaginer que l'on puisse réorganiser, etc. Est-ce que nous manquions de médecins ou de personnel soignant? On ne manquait pas de médecins et de personnel. Pourquoi? Parce que tous les soignants qui étaient dans le Nord, qui avaient été obligés de se déplacer de force, comme la population, ils étaient venus à l'hôpital européen avec leur famille, tous ces médecins, ces chirurgiens, ces spécialistes, et ils vivaient dans l'école d'infirmières qui est derrière l'hôpital européen. Ils étaient dans les chambres, etc. Ils étaient avec leur famille. Alors vous imaginez bien que infirmiers, médecins, internes, etc., ils n'allaient pas rester dans les chambres. Alors qu'est-ce qu'ils faisaient dans la journée? Ils venaient à l'hôpital. Si bien que vous ne saviez pas qui vous aviez affaire. Vous aviez plein de monde autour de vous, habillés en blouse, si vous voulez, de pyjama, toute la journée. Était-il chirurgien, etc. Vous ne savez pas. Au bloc opératoire, c'est pareil. Il y avait plein de monde au bloc opératoire, si bien qu'il n'y avait pas de programme organisé. Les chirurgiens qui avaient envie d'opérer descendaient quand ils entendaient les ambulances pour venir chercher un malade et se le prendre
D'accord? Pour dire, ben, maintenant j'ai mon malade, je vais aller le mettre au programme pour opérer. C'était folie, ça. Au lieu d'organiser par tour et savoir qui était chirurgien, etc., et à ce moment-là, il y avait ceux qui pouvaient se reposer, ceux qui pouvaient opérer, on pourrait plus faire toutes les 6 heures, et des tours nomains. Non, non, tout le monde était là, sur le pont. Et alors, eh ben, comme il n'y avait pas de travail, ils étaient en train de boire le thé au bloc opératoire, etc. Mais je vous dis, c'était un chaos. Personne ne mettait d'ordre. C'était... je voudrais que vous compreniez la situation dans laquelle commençait à se situer. Et ça discutait jusqu'à 1h du matin. Comme ça. Et puis après, ça reprenait le programme opératoire, reprenait le lendemain matin à 10h. Et on ne pouvait pas travailler la nuit parce que tout le monde allait se coucher à ce moment-là. Il y avait des creux. Alors, devant cette situation, j'ai pris mon collègue Khaled, je dis Khaled, viens, on s'en va, parce que là-dedans, je vais exploser dans cette situation. Et donc, je suis allé, parce que le but pour moi, ce n'était pas d'aider comme ça, ce n'était pas de rester à l'hôpital européen, de passer 2 semaines à essayer de soigner, et après sortir et dire, j'étais à Gaza. Le but est de savoir quelle évaluation nous faisions de la situation qui permettait d'assurer une pérennité de l'action. On était là pour ça, on était une ONG, on n'était pas venu simplement pour aider, chirurgicalement. Encore que les chirurgiens qui venaient n'avaient aucune expérience de la chirurgie de guerre. Et donc, quand ils prenaient quelquefois le bloc opératoire, pour mettre un fixateur, et je parle à mon collègue, ils mettaient 3 heures pour poser un fixateur, alors que derrière, il y avait d'autres malades qu'il fallait opérer. Alors que quelquefois, dans ces situations de guerre extrême, on n'opère pas, on ne met pas de fixateur, on aligne et on met ce qu'on appelle une appel plâtrée, et après on voit. Et oui, ils mettaient 3 heures, parce qu'ils n'avaient aucune expérience, ils étaient venus avec beaucoup de volonté, etc., mais sans avoir été formés à la situation-là. Ok, donc nous sommes partis à Rafah. Alors bien évidemment, on a eu des problèmes avec l'ONG Rama, parce qu'ils se sentaient responsables de notre sécurité, et donc ils n'étaient pas contents de me voir partir le matin à Rafah, où il y avait les bombardements, etc. Mais je ne voyais pas très bien ce que j'allais encore faire dans cet hôpital. Donc je suis parti à Rafah. À Rafah, je suis allé voir le ministère de la Santé, et j'ai rencontré le ministre de la Santé, Youssef Abouch. Alors, j'ai dit un jour dans les médias qui m'a interviewé, oui, j'ai vu le ministre de la Santé, et c'est un homme admirable. Parce que dans cette situation de chaos, il était à son poste, caché dans un hôpital. Il continuait à essayer d'organiser les secours pour une population déplacée, et il se donnait jour et nuit. Jour et nuit. Et il travaillait, il recevait, il voyait comment on pouvait aider, etc. Et donc, je suis allé le voir en disant, très bien, dites-moi, comment on peut vous aider? Et à ce moment, il dit, nous avons besoin de soulager les hôpitaux et il faut mettre en place des centres de soins primaires, c'est-à-dire des dispensaires. Parce que ça permet comme ça d'empêcher que les gens n'aillent à l'hôpital en mettant. Et donc c'est ce que je me suis mis d'accord avec lui. Très bien. Qui peut nous aider à les créer ici? Donc il nous a mis en relation avec l'association Caritas Gaza, qui était en relation avec Caritas Jérusalem, qui était depuis 1990, était à Gaza, Caritas. Et donc, dans les bureaux, justement, nous avons rencontré Caritas de Gaza, avec eux, et nous avons rencontré aussi, je suis allé aux Nations Unies, à l'UNFRA, qui assurait la coordination des structures aussi, qui faisait son travail, ce qu'on appelle un cluster santé, et j'ai participé à un cluster santé qui réunit les gens qui s'occupent de santé dans cet état-là, de manière à se coordonner les uns avec les autres. Et là, je rencontre 2 responsables de Médecins du Monde qui ne savaient pas non plus ce qu'ils allaient être, ce qu'ils allaient faire. Ils étaient là un peu perdus, les 2. Donc on se met d'accord. Et je me mets d'accord avec Médecins du Monde et avec Caritas pour créer des centres de soins primaires. Quand je suis rentré en France, nous avons travaillé avec Médecins du Monde et nous avons présenté un projet au Centre de crise des affaires étrangères de la mise en place de 6 centres de soins primaires. 2 pour Médecins du Monde, 4 pour nous. Et au mois de mai, une fois que le gouvernement français des affaires étrangères nous ont dit d'accord, on vous finance pour 4 mois parce que la situation est tellement instable qu'on n'est pas sûr que vous puissiez rester, etc.
Donc on ne vous finance que 4 mois. Je suis retourné au mois de mai, de nouveau, avec l'objectif, c'est de monter les 4. Je ne sortirai pas de Gaza si je n'ai pas monté les 4 centres de soins. Et nous avons réussi à le faire. Pas totalement, je dois le dire, mais nous avons inauguré 3 centres sur 4. Dans chaque centre que nous avons créé, on l'a fait en tôle ondulée, démontable, parce qu'on savait que le risque était de devoir se déplacer et d'être obligé de suivre les populations. Donc il ne fallait pas faire des choses de fixes, il fallait faire soit sous tente, soit éventuellement en tôle ondulée. Donc nous avons fait en tôle ondulée et on a réussi à les monter très vite. Et nous avons mis 2 médecins, 2 box de consultation, 2 cabinets de consultation, 2 infirmières, un pharmacien, etc. dans nos centres. Nous avons fait ça et nous avons inauguré et nous avons ouvert ça. Le 6, nous devions partir le 8 mai. Le 6 mai, les Israéliens commencent à parler de bombarder Rafah. Alors qu'ils avaient dit à la population du Nord, vous allez vous déplacer, vous allez être en sécurité, vous serez dans le Sud. Et voilà que là, d'ailleurs il est bombardé de temps en temps, d'accord ? Et voilà que là maintenant, il décide de bombarder. Et il commence à balancer des tracts où vous aviez la ville de Rafah divisée en quartiers, avec des numérotations par quartier, et en disant, demain, tel numéro doit dégager. On bombarde. Et ainsi de suite, chaque jour, il disait le quartier qui devait se vider. Et comme ça, en quelques heures, vous les voyez tous partir. Et à un moment donné, un de nos centres de soins, où nous étions au milieu de 5000 personnes, notre centre de soins s'est retrouvé vide, tout seul. Tellement les gens avaient peur. Et donc j'ai dit à mes collaborateurs, ok, on ne reste pas. Les Israéliens vont descendre, ils vont certainement assiéger Rafah, et on ne pourra plus sortir. J'ai laissé un de mes adjoints là-bas sur place, avec Médecins du Monde, pour être protégé par Médecins du Monde. Et un autre de mes collaborateurs et moi, nous sommes partis le 6 à la frontière. Le soir, les bombardements ont commencé pendant la nuit. Et nous sommes partis le 6 vers le poste frontière de Rafah. Quand on arrive, très tôt le matin, à ce moment-là, ça commence à tirer de tous les côtés. Du côté égyptien. Pourquoi ? Parce que la population de Rafah, qui était sous tente, etc., a tenté de fuir vers l'Égypte et pensait que l'attaque israélienne leur permettrait, les Égyptiens ouvriraient la frontière pour qu'ils puissent aller se protéger. Mais au contraire, les Égyptiens ont fermé la frontière, ont commencé à tirer aussi contre la population de Rafah. À ce moment-là, on s'est dit, c'est fichu, on est coincé. D'autant que derrière arrivaient les chars israéliens. Alors, vraiment, c'est foutu là. On a attendu 2 heures, et au bout de 2 heures, les Égyptiens n'ont laissé sortir que les Occidentaux. Et ils nous ont laissé sortir, nous. Et derrière, les Israéliens ont détruit complètement le poste frontière Kaiser. Il était tout neuf. Ils l'ont complètement détruit, en tirant par les chars, etc., directement. Complètement détruit. Pourquoi ? Aucune raison. En tout cas, nous avons réussi à sortir. Mon collaborateur, lui, n'a pu sortir que 3 semaines après, en sortant par Israël, Karem Shalom, pour aller ensuite vers la Jordanie. Et avant de partir, j'avais déjà repéré des gens pour travailler avec nous. Avec Caritas, nous étions mis d'accord. Bien évidemment, c'est eux qui allaient recruter l'ensemble du personnel de nos centres de soins. Et nous avons signé une convention de travail avec Caritas. De ce fait, l'argent, nous le transférons à Jérusalem. Et Jérusalem, ensuite, Caritas Jérusalem s'occupe de transférer l'argent et de payer les salaires des personnes qui travaillent dans nos centres de soins. Mais, bien évidemment, il faut surveiller ce travail. Il faut être sûr que l'on respecte la convention. Et donc, j'avais recruté, comme ça, du personnel propre à USOM, en responsabilité de surveiller que nos centres de soins fonctionnaient bien et que Caritas respectait. Donc, il y a une femme qui t'admira, vraiment, qui est Faïma Al-Jabari, qui est gynécologue, et qui est notre directrice exécutive, et notre directeur financier, qui est Hamdi, qui s'occupe de ça. Et puis, bien évidemment, les choses se sont aggravées. Les Israéliens détruisaient systématiquement les usines de désalinisation.
Et donc il commençait à manquer d'eau potable. Donc il était urgent de distribuer de l'eau potable. Et nous avons commencé à en distribuer. Nous en distribuons 600 000 litres par mois, à peu près 20 000 litres par jour d'eau potable que nous distribuons. Nous sommes dès 5 heures du matin. Dès 5 heures du matin, les gens font la queue en attendant que nous passions, enfin que nos camions passent, d'accord? Et en fait, il n'y en a jamais assez pour tout le monde. Bien évidemment, c'est ridicule. 20 000 litres d'eau, ça peut vous paraître important. 600 000 litres, ça peut vous paraître important de l'eau potable. Ça n'est pas suffisant. C'est bien en dessous. Des puits ont été créés, dans la mesure où... Mais la nappe phréatique à Gaza est une nappe phréatique qui est polluée, parce qu'elle a été surexploitée. Et que de surcroît, vous avez une population qui défèque en plein air, avec les eaux de pluie, tout ça s'infiltre dans la nappe phréatique. Et la nappe phréatique, elle est polluée. Et s'il y a quelque chose de remarquable à Gaza, c'est qu'à Gaza, il n'y a jamais eu de surveillance des germes. Et il y a une très forte résistance antibiotique. Les gens prennent beaucoup d'antibiotiques, et c'était connu ça. Qu'à Gaza, la résistance aux germes, par les germes, aux antibiotiques est très élevée. Et donc, comme elle est très élevée, ils utilisent de plus en plus des antibiotiques de dernière génération. Et comme ils n'ont aucune éducation, souvent, ils utilisent des antibiotiques qu'il ne faut pas associer. Et ils aggravent la résistance. Donc vous avez énormément de diarrhée, énormément de problèmes d'hépatite A à Gaza. Et à un moment donné, il y a eu la polio aussi, les premiers cas de polio. Heureusement que l'OMS est là, qui surveille les points d'eau, qui a pu détecter la présence de la polio. Ah, et il y a eu un seul cas. Il a fallu négocier avec les Israéliens pour qu'ils interrompent les bombardements pour qu'on puisse vacciner toute la population. Et ça a pu se faire par zone, où il y a eu des pauses. Ils n'ont pas voulu parler de cessez-le-feu, ils ont fait des pauses. 3 jours. En 3 jours, tout le monde s'y est mis. On a utilisé un vaccin qui est un vaccin oral. Alors bien évidemment, c'est intéressant parce qu'on n'est pas obligé de l'injecter. On demande simplement à la personne qui passe, ouvrez la bouche, on met 3 gouttes du vaccin et au suivant. Donc ça va très vite. C'est un vaccin qui n'est pas efficace. Le seul qui soit vraiment efficace, c'est celui qu'on injecte. Mais dans la situation d'urgence, il fallait utiliser ça, puisqu'il fallait pouvoir vacciner 2 millions de personnes en très peu de temps. Donc il fallait utiliser le vaccin oral. C'est ce qui a été fait, en mobilisant toutes les personnes, etc., pour le faire. Et nous avons bien évidemment participé à ça. Nous avons aussi surveillé dans nos centres de soins la dénutrition, parce qu'il manquait de nourriture, les gens n'avaient pas d'argent, ils avaient des difficultés à avoir des protéines, etc. Et donc nous avons participé aussi à la surveillance de la dénutrition. Au mois de mars 2025, nous en étions à peu près à 60% d'enfants dénutris, et qui avaient une dénutrition moyenne. La dénutrition était moyenne. Elle était en zone verte, en orange, si vous voulez. Il y a 3 zones, il y a vert, orange et puis rouge. Bien évidemment, dans la zone de famine, dénutrition importante, etc. Et donc nous avons surveillé, nous avons commencé à distribuer des barres protéinées avec des vitamines pour lutter contre la dénutrition des enfants, des personnes âgées, etc. Et nous faisons et nous continuons à le faire, bien sûr. Et puis est arrivé le mois de mars 2025. Mois de mars 2025, il y a un cessez-le-feu. Immédiatement, les Israéliens interrompent le cessez-le-feu. Et alors, après, ils coupent toute entrée de nourriture, toute entrée de gasoil à l'intérieur de Gaza, détruisent ce qui reste encore de l'eau, des zones de filtration d'eau, etc. Et décident, d'accord, d'assiéger de cette manière, d'une manière aussi brutale, etc. Vous comprenez que au mois de février 2024, la Cour internationale de justice avait décrété qu'il y avait un risque de génocide. Elle avait dit il y a risque de génocide. Et donc elle avait pris 6 mesures conservatoires. Comme la force occupante était les Israéliens, elle donne obligation à la force occupante d'éviter, en rapport avec le droit humanitaire international, la force occupante doit protéger les populations.
par rapport au droit humanitaire international. Et donc la Cour internationale de justice dit à Israël, vous êtes la force occupante, vous devez donc protéger les populations. Si vous ne le faites pas, il y a risque de génocide. Et elle émet 6 recommandations. L'entrée massive de nourriture à l'intérieur, protection des hôpitaux, protection interdite de déplacer les populations, etc. Elle donne 6 recommandations. Et elle dit, dans un mois, vous me ferez un rapport pour me dire quelles sont les solutions que vous envisagez de mettre en place. C'était en février 2024. Ça. Bon. Le rapport, Israël ne l'a jamais donné. Jamais. Et les mesures conservatoires, qui étaient, si vous ne faites pas ça, il y a risque de génocide. Et en mars 2025, Israël prend la décision de bloquer toute entrée de nourriture. Alors, dès lors que Israël décide d'empêcher la population de manger, qu'elle vise à affamer la population, alors nous étions dans ce qui manquait, c'était la volonté. Est-ce qu'il y a volonté génocidaire? La volonté, elle est là. Et quand j'ai été interviewé à la télévision avec Mme Salamé, je dis, mais écoutez, depuis le 5 mars, il manquait l'intentionnalité. L'intentionnalité, elle est là, puisqu'on décide d'affamer la population. Alors maintenant, il faut parler de génocide, on ne peut plus parler simplement de massacre. On est bien passé, puisqu'on décide d'affamer une population. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, Israël se voit condamné par le fait même, puisqu'elle a mis en place elle a eu la volonté d'affamer les populations. À partir du 5, la situation de famine à l'intérieur était devenue tellement importante qu'on a complètement déshumanisé cette population de Gaza. Déshumanisé. Pourquoi? Parce que ce qui est remarquable et une des caractéristiques de la communauté générale du Moyen-Orient, c'est la notion de solidarité. Solidarité. Mais au moment où ils se sont tous retrouvés dans une situation de famine, alors c'était devenu le chacun pour soi. Et ils finissaient par se battre pour la nourriture. Devant les queues, les adultes, les hommes les plus forts, etc., repoussaient les femmes, repoussaient les plus faibles pour avoir à manger. Lorsqu'il y a eu cette hypocrisie du largage de la nourriture, et que les gens couraient derrière les parachutes pour prendre la nourriture, ils s'arrachaient la nourriture entre eux. Ils en étaient arrivés à la survie. Et donc ils ont perdu tout acte de solidarité. Quand le GHF, c'est-à-dire le groupement soi-disant humanitaire, qui était les mercenaires américains, a été organisé pour qu'Israël distribue la nourriture, il les faisait passer dans des couloirs, tous, et faire la queue. Ils attendaient depuis longtemps, ils leur donnaient des colis, et ils s'arrachaient les colis entre eux, etc. Ça créait des émeutes, et les Israéliens tiraient dessus, et vous aviez à chaque fois 40 à 60 morts. Et les femmes aussi étaient repoussées et tout. Et donc on était revenu à une dégradation complète de l'humanité. Ils avaient déshumanisé cette population qui était affamée dans cette situation-là, et perdant ainsi le sens de l'humanité, chacun pour soi. On se bat, on se déchire les uns. Et qu'est-ce qu'on a vu sortir par Faïma? Des enfants tout seuls, qui erraient dans les rues de Gaza, des gamins, avec des marmites, etc., qui étaient dans les poubelles, qui allaient, une fois que les adultes avaient reçu leur nourriture, ils étaient au fond des marmites avec la main pour essayer de prendre de la nourriture. Et moi de poser la question à Faïma, les Faïma, qui sont ces enfants? En fait, ces enfants, c'était les survivants de leur famille. Ils avaient été pris en charge par des voisins, ils avaient perdu toute la famille, pas seulement le père, la mère, etc., mais toute la famille au sens large et élargi,
Et ces enfants étaient isolés et seuls. Et ils étaient dans les rues de Gaza, c'était des enfants qui avaient de 4 ans à 17 ans. Et ils étaient totalement en insécurité, totalement vulnérables, ils avaient faim, etc. Et donc, moi, de dire, Faïma, au maximum 2 semaines, il faut trouver une maison et les mettre en sécurité. Il faut trouver une maison et les mettre en sécurité. Nous avons trouvé, en 1 semaine, nous avons trouvé une villa qui était encore debout, en marbre, etc., à Nusayrat. On a investi une grande partie de nos réserves, 180 000 euros, pour la rendre habitable pour les enfants, etc. Et nous sommes allés les chercher dans les rues de Gaza. Et nous en avons recueilli 33 d'enfants dans cette situation. Dans une tente, il y avait une jeune fille de 17 ans avec son frère de 4 ans, de 6 ans, je ne sais plus. Ils étaient en train de mourir de faim. Ils ne sortaient plus, ils étaient là, en attendant. Et nous avons réussi à monter en très très peu de temps. Nous avons recruté 6 assistantes maternelles, 4 travailleurs sociaux pour animer l'intérieur, 2 cuisinières, 3 agents de sécurité. Nous avons tout installé pour ces enfants et nous les avons accueillis. Le problème, c'était pour nous comment les nourrir, parce qu'il n'y avait pas de nourriture. Le kilo de farine nous coûtait 70 $. Nous n'avons trouvé que du riz, pois chiche et farine. Donc au début, ne donnez que ça à manger aux enfants. Et les cuisinières se débrouillaient pour leur faire une espèce de purée, etc. Mais les enfants se jetaient dessus. Ils étaient gloutons. Ils avalaient ça. Et ça posait un problème sur le plan physiologique. Si vous ne donnez à manger que du sucre, c'est comme les oies. D'accord, le maïs, etc. Vous faites du foie gras. C'est-à-dire, vous avez ce qu'on appelle une stéatose hépatique qui se développe. Donc, il a fallu rationner les enfants. Nous avons réussi à trouver des barres protéinées. Et donc, le complément alimentaire, on leur donnait des protéines et des barres de protéines aux enfants pour pouvoir compenser, etc. Donc, nous avons réussi à les nourrir comme ça et de les mettre en sécurité en même temps. Nous ne les avons pas laissés sortir pendant 2 mois et demi. Ils étaient enfermés dans cet orphelinat-là. Et puis, il y a eu le cessez-le-feu. Aux joies. Aux joies. Alors, je vais peut-être vous montrer quelque chose. On va commencer à lui montrer quelques images, quelques vidéos de l'orphelinat. La villa nous coûte 3 000 $ par mois. Chaque enfant, aujourd'hui, nous coûte 1 000 € par mois pour les nourrir. Vous avez l'orphelinat avec les enfants. On a mis de la moquette par terre parce qu'il n'y avait que du marbre, cette villa. C'est ce que on leur donnait à manger, du pain. C'était un peu... une espèce de bouillie que vous arrivez à faire.
nous avons trouvé parmi les travailleurs sociaux, on a trouvé une dame qui était professeure de français, et donc on l'a recrutée. Alors ça fait plaisir de leur apprendre à chanter en français. Sur les 33 enfants, 3, nous avons pris un avocat à temps partiel qui a la responsabilité de prendre contact avec la Croix-Rouge internationale et avec l'ONU, de manière à essayer de retrouver de la famille, soit en Cisjordanie, soit éventuellement à l'étranger. Par comment il est possible de leur retrouver de la famille. Et nous en avons retrouvé à Ramallah. Nous avons, pour 3 enfants, nous avons trouvé de la famille qui est venue les chercher. Et bien évidemment, les enfants ne voulaient pas partir avec eux, ils ne les connaissaient pas. Donc c'était difficile, bien sûr, de les garder. Voilà la villa. Elle n'a pas été bombardée. Ben non, elle fait partie d'un quartier qui n'a pas été touché.